À mes côtés, donc Eric Bretéché. Bonjour Eric, vous êtes Product Marketing Manager chez Guidewire. Alors Guidewire, vous allez nous en dire plus, mais vous êtes en gros une société qui fournit des technologies, notamment une logique de plateforme appliquée surtout au secteur de l'assurance IRD. Et à vos côtés, David Atlani, vous êtes partenaire chez Ernst Young et vous êtes un spécialiste de l'IA. Donc il y a à la fois l'aspect fourniture de technologies et plutôt accompagnement, conseil autour de nous. Alors David, je vais commencer par vous peut-être. Déjà, peut-être une réaction sur ce qui a été dit dans le débat précédent, sur le niveau de maturité de nos assureurs, les approches qui ont été mises en place. Est-ce que c'est représentatif de ce que vous observez dans votre métier ou est-ce qu'il y a d'autres réalités qui sont possibles et d'autres conseils à apporter? Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Effectivement, en fait, on a pu, dans notre capacité à accompagner nos clients, aussi faire des enquêtes. Des enquêtes pour essayer d'avoir un point de vue un peu général et parfois très particulier sur l'approche de l'IA. Alors, tout ce qui a été dit tout à l'heure, c'est exactement, en tout cas dans la précédente intervention, c'est exactement ce qu'on voit au quotidien. Et je vais faire peut-être une ségrégation entre les assurances qui sont plutôt mutualistes versus celles qui sont clairement cotées, où on voit qu'il y a deux approches un peu différentes sur l'objectif de l'utilisation de l'IA. Alors on va plutôt dire, quand on est dans des entreprises mutualistes, on a plutôt une tendance à aller regarder le risque, comment on va couvrir le risque de la meilleure façon, qu'on va pouvoir apporter une satisfaction cliente un peu plus grande. Et enfin, un des derniers critères, qui serait évidemment important, mais on ne vient pas chercher tout de suite de la réduction de coûts, on vient d'abord apporter un plus aux utilisateurs, quels qu'ils soient, internes ou externes. Et ensuite, quand on est plutôt centré, je vais dire, entreprise cotée, on va aller d'abord regarder le gain opérationnel qu'on va pouvoir avoir. Donc ça veut dire aussi un ROI qu'on va aller chercher. Et ensuite, on va aller regarder l'efficacité et tout ce qu'on va pouvoir apporter. C'est principalement ça qu'on voit au début. Et ensuite, et obligatoirement, en fait, on voit aussi qu'il y a une énorme différence de comportement, une énorme aussi différence dans l'appréciation de l'IA au niveau des entreprises. Certains commencent, comme l'a dit tout à l'heure la responsable de l'innovation massive, c'est-à-dire par des séances d'acculturation. Il est important en fait de faire comprendre aux utilisateurs ce qu'ils sont en train de manipuler. Et surtout, le principal point, c'est la responsabilité que vous avez quand vous utilisez de l'IA. Celui qui n'a pas encore compris que l'IA, c'est bien, ça génère quelque chose, mais in fine, vous êtes responsable de tout ce qui est généré, je pense qu'il s'y prend mal dans l'utilisation de l'IA. Et c'est un des principaux points qu'il faut mettre en exergue systématiquement. Eric, pour compléter aussi sur ce sujet, pareil, même question sur ce que vous avez entendu précédemment, si vous avez des réactions, et en particulier plus sur le volet technologique, notamment sur les réalités aujourd'hui de la technologie appliquée à l'IA, et notamment on parlait des choix technologiques tout à l'heure, le fait que finalement c'est difficile de choisir parce qu'il y a des évolutions permanentes. Quelle est votre réponse là-dessus ? Alors, je vais vous donner le point de vue effectivement d'un fournisseur de solutions, juste pour expliquer assez rapidement ce qu'on fait. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc Guidewire, on fournit une plateforme qu'on appelle le core system pour les assureurs, c'est-à-dire qui couvre en fait la majorité de leurs opérations et qui couvre l'ensemble du cycle de vie, depuis la conception des produits d'assurance jusqu'à la souscription, la facturation et la gestion de sinistres. Donc l'objectif, c'est de permettre à nos clients assureurs de bénéficier en fait d'une plateforme qui leur permet de couvrir l'intégralité de leur activité et qui est suffisamment ouverte pour leur permettre d'intégrer en fait des spécificités, des innovations qui viennent de leurs propres travaux et de capitaliser également sur l'ensemble des innovations qui peuvent être apportées par exemple par l'écosystème InsurTech. Donc on a pour ce faire bien entendu une architecture ouverte et puis une marketplace qui nous permet de mettre à disposition de nos clients des intégrations avec... Voilà. Donc nous on a plutôt une approche plateforme. C'est une plateforme qui est plutôt pour des développeurs ou plutôt pour des code ou un peu des deux? Alors c'est une plateforme qui vous permet de bénéficier en tant qu'assureur déjà d'un socle fonctionnel qui vous permet de couvrir donc, tout ce cycle de vie. Et puis après, bien sûr, d'intégrer progressivement, d'utiliser l'ensemble des innovations. Donc pour nous, on a tous les services qui sont nécessaires classiquement pour adresser
des processus d'assurance. Donc on a tous les services classiques, des moteurs de règles, des outils de BPM, des outils de plateforme. Et puis donc notre objectif, c'est véritablement de fluidifier tout le processus depuis la conception des produits jusqu'à effectivement la gestion des sinistres. Et l'objectif, c'est de redonner en fait aux assureurs un maximum d'agilité en fait dans tout ce cycle. Notamment, on parle beaucoup avec effectivement les nouveaux risques climatiques. Donc, ce besoin de modifier souvent, beaucoup plus souvent, des modèles de risque, par exemple, pour mieux tarifer, pour mieux évaluer les risques, et de mettre en production ces modèles. Donc, on essaie effectivement au maximum de faciliter en fait ce processus de modification des modèles de risque et pour les mettre en production, pour automatiser également la gestion de sinistres. Donc véritablement gagner en efficacité, en productivité et en agilité. David, alors Eric parle d'agilité. Alors effectivement, l'agilité, c'est important, surtout dans un contexte où les choses évoluent très vite, à la fois donc les technologies qui évoluent très vite aussi, et puis le cadre réglementaire qui évolue très vite aussi. Quels sont un peu les principaux points de vigilance quand même que vous conseillez à vos clients quand ils se lancent dans des projets d'IA ? Est-ce que c'est la question des biais? Est-ce que c'est la question du coût? Est-ce que c'est la question de... on a beaucoup parlé de création de valeur et de ROI qui n'est pas forcément facile à calculer parfois parce qu'il est très général. Quels sont un peu les 2-3 points de vigilance les plus importants à avoir en tête? La question, c'est pas 2-3 points en fait. Ouais. Il faut regarder, en fait, il y a plusieurs aspects. Ouais. D'abord, il y a un aspect gouvernance. Donc, quand vous mettez de l'IA, il faut une instance de gouvernance, il faut une éthique qui est derrière, éthique sur l'utilisation de l'IA. Comment je dois l'utiliser, qu'est-ce que je suis capable de faire, et on commence à l'encadrer aussi par l'IA Act. Mais ce n'est pas suffisant. Donc d'abord, il y a une approche qui est de dire, il faut d'abord regarder ce que va dire la réglementation, essayer d'anticiper la réglementation pour commencer à regarder les usages. Ensuite, il y a un deuxième cadre, c'est le cadre de l'apprentissage et de la formation des collaborateurs. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir une réglementation en place si on n'arrive pas à l'utiliser et à avoir suffisamment cette approche. Ensuite, évidemment, dans le cadre de l'éthique, il y a forcément les biais qui arrivent, parce qu'in fine, si on se sert juste de l'IA, alors on va parler d'IA générative, c'est celle-là qui nous pose le plus de problèmes. La IA classique, ou prédictive, comme vous l'appeliez tout à l'heure, elle s'encadre assez facilement, mais du monitoring derrière, et on est capable de combler les biais assez rapidement. Mais si on prend l'exemple aujourd'hui de l'IA générative, et je vous donne un exemple qui est suffisamment bête mais tellement parlant, si vous demandez à une IA générative « fais-moi une blague aujourd'hui sur un homme », ben on peut vous faire une blague sur un homme. Si on vous dit « fais-moi une blague sur une femme », on ne vous fera pas de blague sur la femme. Donc c'est stupide. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas se moquer et de l'un ou de l'autre. Ou si je demande « est-ce que j'ai des raisons d'être fier d'être black ?» ou asiatique ou autre, on va vous dire « oui », ou « j'ai des raisons d'être fier d'être blanc », l'IA vous dit « non aujourd'hui ». D'accord ? Donc, ça, on en a besoin. Pourquoi ? Parce que quand vous générez aujourd'hui un problème RH, d'accord ? Quel que soit le problème RH que vous avez, ben, si vous lui demandez de rechercher un interlocuteur, quelqu'un que vous allez recruter, si vous vous fiez uniquement à ces biais, vous allez arriver à faire un choix qui n'est pas bon. Donc, il va falloir utiliser de façon différente l'approche de l'IA pour qu'elle soit beaucoup plus factuelle et que ce choix soit fait sur des faits, donc des actes clairs, plutôt que juste sur un sentiment de la machine. Donc ça fait partie de l'apprentissage en fait, de l'utilisation. Ça fait partie aussi des choses qu'il faut dire, vous êtes responsable. Vous serez toujours responsable de l'utilisation de votre IA. Donc ça ne sert à rien de dire à un moment donné, j'ai généré, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui on a de plus en tout cas les assurances ont beaucoup de mal à mettre en frontal l'IA vis-à-vis d'un client parce qu'on ne sait pas exactement ce que ça peut sortir. Et donc du coup, toute interaction qui pourrait aller un peu trop loin engagerait potentiellement l'assurance et donc on a intérêt à la limiter. Et donc ça fait partie des cas aujourd'hui où on ne laisse pas une IA en frontal complètement avec un interlocuteur, on va la brider, on va lui dire on te laisse faire un certain nombre de choses et puis à un moment donné, dès qu'on commence à voir que tu vas commencer à fournir un prix, fournir un contrat, etc., hop, on va te bloquer et on va retourner vers une option qui est plutôt l'humain. Donc ça aussi, cette approche, elle doit être mise en place et ensuite on va s'habituer au fur et à mesure à avoir un chemin plus clair.
D'accord. Eric, comment vous travaillez avec vos clients sur ces sujets-là et quels sont justement les principaux freins que vous pouvez observer de leur part et comment vous les aidez à les surmonter? Est-ce que par exemple c'est alors des questions d'accompagnement comme l'évoquait David, ou est-ce que c'est des choses aussi beaucoup plus technologiques comme par exemple leur existant qui constituent des freins et justement comment on peut arriver à s'en sortir? Alors effectivement, l'idée avec toutes ces technologies, il y a un aspect effectivement de déploiement, de facilité à les mettre en production, de sortir en fait des laboratoires d'innovation pour les mettre en production. On a vu que les cycles de vie des différents styles d'IA, on a parlé effectivement de tout ce qui était machine learning classique, on utilise beaucoup pour extraire des informations à partir de documents, etc. Donc ça, c'est la maturité est déjà bien avancée. Ce sont des projets qui tournent depuis plus de 15 ans maintenant pour extraire ces informations. Si on parle en termes d'accompagnement et de place de l'humain par rapport à ça, on voit déjà, on a un certain recul par rapport à ces projets-là. Par exemple, quand on faisait de l'extraction automatique d'informations à partir de documents, assez souvent, il y avait toujours un contrôle humain, sauf si on est en capacité de s'assurer avec un maximum de confiance que les informations qu'on extrait sont correctes. Donc, par exemple, il y a un vertical assez classique et très connu qui est le traitement de factures, par exemple. Vous pouvez extraire des informations d'une facture. Et parce qu'il y a un certain nombre de contrôles que vous pouvez vérifier sur ces informations extraites, des totaux, des sous-totaux, voire rapprocher avec les commandes, etc. On peut utiliser l'IA pour extraire les informations, mais derrière, on a un certain nombre de règles, de garde-fous qui nous permettent d'automatiser, par exemple. Donc ça, c'est un cas d'usage qu'on connaît depuis bien longtemps. Sur d'autres types d'utilisation de l'IA, on a forcément besoin de l'humain pour valider. Donc on entend beaucoup qu'effectivement, le déploiement de l'intelligence artificielle va remplacer les collaborateurs, supprimer des emplois, etc. Sur de nombreux cas d'usage, on a besoin d'avoir un humain dans la boucle pour valider. Très souvent, on voit le cas d'usage, par exemple, en IARD, sur le traitement de sinistres, nos technologies d'intelligence artificielle qui sont utilisées, par exemple, en IA prédictive pour alerter, par exemple, un collaborateur sur le besoin d'augmenter la sévérité, par exemple, d'un sinistre, ou parce que, par exemple, on propose que sur ce sinistre-là, il y a un cas, par exemple, de subrogation, qu'on peut passer à un autre assureur. Tout ceci sont des propositions. La décision finale reste à la main, malgré tout, du gestionnaire. On peut imaginer, si on travaille sur la confiance, d'automatiser un maximum les traitements. Mais là aussi, il faut avoir une approche pragmatique, c'est-à-dire de se dire, est-ce qu'on a suffisamment de garde-fous pour aller vers l'automatisation complète ou est-ce que, effectivement, ce que va proposer l'intelligence artificielle, c'est une suggestion avec beaucoup de travail, effectivement, d'analyse, d'analyse de risque, etc. L'intelligence artificielle va proposer une action et ensuite, c'est un humain qui va valider et prendre la décision. Voilà. Et puis, sur d'autres sujets, on peut être sur de l'automatisation complète. Par exemple, sur des cas de sinistres qui sont assez simples, avec peu de risques, on connaît l'historique de l'assuré. À ce moment-là, on peut, sans grand risque, considérer que pour augmenter, on va dire, la satisfaction client, on peut traiter en automatique ce type de sinistre, sachant que dans ces cas-là, on essaie de coupler malgré tout l'automatisation avec la détection de fraude, par exemple, pour effectivement anticiper certains cas de fraude. Donc on a à la fois la satisfaction client avec l'automatisation, parce qu'on a des temps de réponse qui sont extrêmement rapides et pertinents, et en même temps cette capacité toujours avec l'IA d'identifier des cas de fraude, donc avec ce garde-fou qui permet d'adresser effectivement les dossiers un peu plus complexes à d'autres collaborateurs. Vous disiez tout à l'heure, quand vous présentiez l'approche de Guidewire, beaucoup d'intégration aussi. Alors, c'était aussi un des aspects de ma question, au-delà de l'accompagnement, c'est sur les aspects tout simplement d'intégration technologique. Est-ce que c'est si simple que ça de plugger de l'IA à un existant? Alors nous, on a une contrainte qui est très particulière parce qu'effectivement, Guidewire, on fournit cette plateforme aux assureurs IARD. Donc nous, on ne fait que de l'IARD. Donc on est vraiment intime avec ce processus-là. On travaille avec 240 assureurs dans le monde entier, donc dans 40 pays. Donc l'idée, c'est véritablement de faire bénéficier nos clients de tout ce qui est effectivement, on va dire, les invariants d'un assureur à un autre. Et lorsqu'on intègre une nouvelle technologie dans la plateforme, bien entendu, ça passe par tout un cycle d'industrialisation. Quand on parle, par exemple, d'intelligence artificielle, c'est-à-dire que si on intègre ce service dans la plateforme, ça veut dire qu'il faut avoir des exigences en termes de sécurité, qu'il faut avoir des exigences en termes de temps de réponse, en termes de scalabilité, enfin tout ce qu'on exige de tous les autres services qui sont intégrés dans la plateforme.
On parlait également du prix. J'entendais tout à l'heure, on parlait de ChatGPT en disant oui, ça a l'air gratuit. Finalement, quand j'utilise ChatGPT, derrière, c'est gratuit et ça me donne des réponses en mobilisant énormément de ressources. Quand on fournit une solution, par exemple, d'IA générative pour certains cas d'usage, on aura peut-être l'occasion d'en parler, ça veut dire que si on intègre ça dans la plateforme, ça veut dire que en termes d'industrialisation, il faut qu'on maîtrise aussi le prix, c'est quelque chose un service éventuellement qu'on va facturer à nos clients. Donc il faut qu'on en maîtrise les coûts. Et puis effectivement, la performance, la sécurité, la scalabilité, les temps de réponse. Donc on a cette exigence en fait parce qu'une fois de plus, c'est pas un essai, on ne fait pas du développement spécifique pour un client, donc on ne fait pas un essai en disant si ça ne marche pas, on le retire. En fait, dès qu'on sort un produit, c'est quelque chose qui va être disponible à nos 240 assureurs dans le monde, donc il faut qu'effectivement ça soit bien industrialisé. Merci beaucoup Eric. Alors David, on parlait beaucoup, on a beaucoup parlé finalement pendant à la fois le débat précédent et puis aussi un petit peu là de l'IA appliquée à des cas qui vont s'appliquer, disons, en interne, par exemple la fraude, les risques, etc., l'amélioration de la productivité des collaborateurs. Il y a aussi d'autres aspects que j'évoquais un petit peu en fin de débat tout à l'heure, qui sont ceux du client. Et on a quand même parlé beaucoup au filigrane de l'amélioration de la satisfaction client, peut-être aussi des parcours clients de souscription. Comment vous voyez l'évolution plus largement de l'IA chez les assureurs de ce point de vue d'une part, et puis aussi du point de vue finalement de cette fameuse accélération, puisqu'on parle beaucoup d'accélération. Il y a notamment, on a vu dans l'étude ce matin, il y a un effet de génération très fort qui va porter ces projets-là. Donc bref, deux questions. Première question, est-ce que l'IA va s'appliquer de plus en plus à des parcours utilisateurs directs? Vous disiez il y a encore des soucis aujourd'hui pour les raisons que vous évoquiez. Et d'autre part, comment vous voyez l'évolution en termes d'organisation de processus chez les assureurs? Alors, première chose qu'il faut voir, c'est aujourd'hui, 48% des use cases qui sont mis en production sont des use cases qui touchent le back-office. 48%, c'est ça? 48%. D'accord. C'est-à-dire 1 sur 2 aujourd'hui, c'est du back-office. Ensuite, on va aller commencer à faire du code. Donc on va avoir une amélioration de la productivité, on va un support au code et une amélioration du code. Et ensuite, et seulement après, on commence à parler de produits. D'accord ? Ça, c'est la gamme aujourd'hui. Pourquoi ? Encore une fois, parce qu'on va aller potentiellement chercher de la réduction. On voit que dans certains process back-office qui sont peut-être plus simples à gérer, d'abord par de la RPA et ensuite par de l'IA et maintenant de l'IA générative, on est capable d'améliorer les choses. Donc la tendance est... Il faudrait y aller, mais comme on ne connaît pas bien encore la réglementation, ce que la réglementation va nous demander par rapport à une interaction avec un client, on est assez freiné par rapport aux usages qu'on pourrait mettre en production et ceux sur lesquels on voudrait aller. La deuxième chose, c'est vous êtes tous en train, vous, assurance, en train d'attendre le petit copain par moment d'à côté. Donc personne n'a envie d'être le front-runner, d'être celui qui va un peu casser ou se prendre le mur, parce que c'est en fait l'expression qui est utilisée. J'ai pas envie d'être le premier à prendre le mur, je voudrais que ça soit plutôt l'autre. Ou parce que finalement ça va coûter plus cher que prévu et le gain est moins fort qu'attendu. Et donc je préfère que l'autre se plante, et puis je vais tirer les conséquences, je vais tirer un certain nombre de leçons de ça, et ça va me permettre moi d'être meilleur. Et c'est effectivement plus facile, j'allais dire, de se tromper quand on a une interaction client versus que quand on se connaît très bien en process en interne avec un process back-office. Donc il y a aussi un changement de mentalité. Mais le changement de mentalité va aussi venir avec les plus jeunes. Comme vous dites, aujourd'hui, je pense que tous nos enfants ont déjà touché à du chat GPT, voire ils vous piquent votre ordi, ils vous piquent votre machin. Laisse-moi utiliser les usages. D'ailleurs, même moi, à titre perso, j'ai une candidate qui est venue pour un recrutement. Elle me fait un mail de remerciement complètement généré par ChatGPT. Incompréhensible, évidemment, merci, mais c'est parce que j'attends comme interaction humaine pour le coup. Mais c'est automatique. Donc, c'est à quel point aujourd'hui les usages, en tout cas chez nos jeunes, sont un moyen aujourd'hui d'utiliser. Donc, à un moment donné, ils vont vouloir aussi aller vers ces usages-là. Et donc, avec les jeunes générations, on aura de plus en plus d'idées nouvelles en se disant, c'est pas gênant, moi, d'interagir avec la machine. On a plus l'habitude et ça me gêne moins. Contrario de ce qu'on a, ce qu'on entendait aussi dans la précédente intervention, où pour la plupart d'entre nous, on a encore besoin d'avoir un rapport humain dans un certain nombre d'actions parce que l'interaction humaine
est quand même meilleure que celle de la machine. Mais aujourd'hui, nos jeunes, ils s'en foutent un peu. Ça ne les gêne pas du tout d'avoir leur machine. D'ailleurs, combien de temps ils passent sur leurs écrans, ça commence à remplacer presque l'interaction humaine. Donc on voit bien qu'il y a un changement d'idées, de mœurs qui vont arriver. Et donc du coup, on va commencer à attaquer les usages plutôt directs, interpersonnels. Ça, c'était pour votre première question. La deuxième question, elle est passée. Non, mais si, on a parlé, c'était la deuxième question au final, sur le fait que les jeunes allaient être beaucoup plus moteurs. Après, je parlais effectivement des parcours de souscription, des parcours de vente, des parcours clients. Rapidement là-dessus, après on va conclure. Alors, ceux-là, évidemment, vont être améliorés. Et puis, je vous donne aussi une idée pour revenir juste une fois sur la partie jeune. Justement, je disais tout à l'heure, à peu près, aujourd'hui, 50% du code est généré par de la machine, aujourd'hui, par de l'IA générative. Et donc, on a parlé avec une assurance dans le cadre de risques aujourd'hui que la machine peut faire courir, entre autres le risque de perte de savoir. Et donc, on disait à un assureur, écoutez, quand vous utilisez GitHub Copilot, effectivement, ça génère 50% de code. Vous avez des problématiques de propriété intellectuelle, vous avez aussi des problématiques de savoir. Et donc, cette assurance nous a dit, surtout pas, je ne veux pas aller vers ça. Et donc, du coup, mes jeunes entrants, pendant les 2 premières années, n'auront pas accès à ces outils-là. Alors, on était hyper contents, super, une bonne information qu'on va pouvoir utiliser. Puis, on est parti voir une autre assurance, on parle du même sujet, exactement le même. Et quand on leur dit cette posture, en disant certains ne veulent pas, ils nous disent ah non, nous on est tout le contraire. Nous, c'est un facteur pour attirer nos jeunes. Et donc, du coup, il est hors de question de ne pas leur donner. Donc, du coup, pour le même usage, vous avez 2 points de vue qui sont différents. Ça génère évidemment, ça suscite de l'interrogation par rapport à comment votre culture d'entreprise, et même au sein même de la culture d'entreprise, vous pouvez avoir des gens qui ont une posture complètement différente. Certains vont vous dire, je le remets à disposition. D'autres, au sein de la même entreprise, vont dire non, je suis axé sur la formation, le transfert de savoir, etc. Et donc ça, on ne peut pas. Donc, on va commencer, du coup, et c'est aussi les usages, pour répondre enfin à la question, les usages vont évoluer parce qu'aussi, on a l'IA qui évolue. Aujourd'hui, on a une IA générative qui génère, qui ne crée pas. Elle ne fait que générer quelque chose qu'elle connaît déjà. Au fur et à mesure où on commence à toucher la limite de cette frontière-là et on est en train de passer vers de la création. Quand on va commencer à créer des produits, là, on sera beaucoup plus dans un cycle où on sera plus tourné vers le client parce que la création, elle a d'abord pour objectif de créer quelque chose pour un prochain, donc pour son client. Voilà. Merci David, merci Eric pour votre éclairage. On va enchaîner.